Alors, bonjour ou bonsoir, donc, pour notre petit webinaire donc, mensuel du mois de novembre. Donc, comme convenu, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous présenter un petit peu quel est le programme habituellement d'un webinaire. Donc, habituellement, pour débuter, je commence avec un petit thème dont je vais vous parler dans un instant. Et après ce petit thème-là, bien évidemment, vous pouvez intervenir en me posant les questions que vous souhaitez. Évidemment, ça peut être concernant votre vie personnelle, ça peut être aussi concernant, bien sûr, la pratique, puisque les webinaires ont pour objectif donc de favoriser la pratique que vous avez dans le cadre des enseignements en ligne, puis évidemment en présentiel. Hein, ceux qui ont suivi l'enseignement présentiel peuvent évidemment avoir des questions, des interrogations, et ça me fait plaisir, bien sûr, d'y répondre. Alors, tout est ouvert, hein, c'est comme un genre d'espace pour vous. Et cet espace-là, bien évidemment, vous prenez la dimension de l'espace qui vous apparaît la plus appropriée pour vous, considérant tous les aspects que vous avez envie d'aborder. Donc, le premier thème, c'était sur les non-dits. C'était une personne qui m'avait fait part de questionnements concernant ça, puis j'ai donc pas fait une grande préparation, mais j'ai fait une petite préparation, puis je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est que je me suis rendu compte que cette personne me faisait part de cette situation de non-dit qu'elle avait expérimentée elle-même. Puis finalement, j'ai constaté dans les consultations que je faisais à la même période qu'il y avait effectivement plusieurs personnes qui m'exprimaient aussi ce non-dit-là. Et je vais vous le présenter dans un premier temps concernant la spirale évolutive que j'ai développée, vous savez, et dans la spirale évolutive, la notion du non-dit est beaucoup en liaison avec le communicateur, qui est relié au chakra sacré. Et le chakra sacré, finalement, son objectif ultime, c'est de favoriser l'authenticité. L'authenticité avec soi-même, l'authenticité avec les autres. C'est-à-dire que je sois capable de me connaître suffisamment pour être en mesure d'être vrai avec moi-même et ensuite être capable d'assumer ce que je sens en moi comme étant une vérité que j'ai besoin d'exprimer aux autres. Et évidemment, je m'attends de l'autre la même chose, c'est-à-dire que je sois capable d'être authentique avec moi. C'est ça un peu l'idée de cette notion du communicateur authentique. Et dans quelles circonstances que la notion du non-dit va s'exprimer? Bien évidemment, c'est quand il y a quelque chose en nous, à quelque part, qui est une charge émotionnelle, et cette charge émotionnelle-là, on n'est pas en mesure de la soutenir à l'intérieur de soi-même, de se tenir debout, en fin de compte, devant quelqu'un d'autre, pour être capable de prendre cette charge émotionnelle-là, puis la déposer, en fin de compte, sur le lien, la relation qu'on a avec l'autre personne. Alors, ça demande du courage que oser aborder la notion du non-dit, parce que le non-dit, quelque part, qu'on dévoile quelque chose, on met en lumière quelque chose qu'on n'avait pas fait auparavant. Alors évidemment, ça peut toucher des thèmes très précis, ça peut aussi toucher des thèmes plus généraux, dans le sens qu'on peut effectivement avoir de la difficulté à exprimer quelque chose de soi d'une façon qui peut durer pendant un certain laps de temps. Par exemple, une forme d'affirmation qui est en moi que j'ai pas pris le temps d'oser exprimer parce que j'avais peur de déplaire à mon entourage. Ce serait un non-dit. Je n'oserais pas assumer mon pouvoir d'affirmation parce que je me dis que je pourrais déplaire à mon entourage, aux gens qui sont autour de moi, donc je me tais. Alors ça, c'est une façon d'exprimer, de non-dire. Il y a deux grandes tendances que je vais vous exprimer. Souvent, quand on ne dit pas les choses, c'est parce que qu'on reconnaît quelque part qu'il y a une force affirmative qui est en soi, qui est là et qui nous fait peur. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on va retrouver. C'est-à-dire que je ne dis pas quelque chose parce que si je le dis, ça va briser quelque chose. Ça va faire exploser quelque chose. Je vais dévoiler une information qui va changer ma vie au complet, changer la vie des autres autour de moi. Donc, j'aime mieux être dans une forme de passivité, c'est-à-dire que le non-dit fait que moi, devant le fait que je ne le communique pas, je reste dans une position où je n'assume pas ça, et ne l'assumant pas, quelque part, je ne reconnais pas ce potentiel d'affirmation qui est en moi, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va faire que je ne vais pas oser assumer cette énergie d'affirmation? C'est souvent parce que j'ai une critique de moi-même. Je peux critiquer à quelque part mon comportement qui a justifié justement le fait de pas avoir exprimé à quelque part ce que j'avais exprimé. Hein. Donc, je me critique parce que j'ai pas été à la hauteur ou je ne sais quoi. Alors, il y a des choses comme ça qui peuvent s'exprimer, qui vont finalement être souvent observées. Je vais vous demander de désactiver votre son dans la mesure du possible. Hein. Donc, voilà. Et donc, ça serait une des expressions qu'on va retrouver dans le cas d'une personne, justement, qui ne dirait pas ce qu'elle ressent. L'autre situation qu'on va retrouver, c'est
de ne pas oser critiquer l'autre, de ne pas oser se positionner par rapport à l'autre, comme si on reconnaissait que l'autre avait des raisons hein, de se manifester d'une certaine façon, de se comporter d'une certaine façon. Et pour cette raison-là, on n'osera pas justement se positionner face à cette personne-là parce qu'on comprend cette autre personne-là. Mais en comprenant cette autre personne-là, on se néglige. Et c'est ça un peu la notion d'authenticité, c'est cette capacité que moi j'ai de me retrouver dans une position où je suis capable de partager avec quelqu'un quelque chose qui est en moi et que cette autre personne-là soit capable de partager avec elle, avec moi, ce qu'elle ressent aussi de la situation et qu'à ce moment-là, le partage va enrichir la relation. C'est ça un peu qu'on a comme objectif quand on va exprimer quelque chose. Malheureusement, quand il y a un non-dit, c'est parce que justement, il y a une charge émotionnelle qui est en soi. Donc, souvent, qu'est-ce qui est proposé de faire pour favoriser la capacité d'exprimer le non-dit? C'est de prendre un papier et un crayon et de commencer à prendre le temps de reconnaître le non-dit, de reconnaître qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas communiqué et qu'on aura avantage justement à s'habituer à le communiquer, à l'exprimer, à le verbaliser. Et plus on fait ça, plus on arrive à se sentir de plus en plus à l'aise avec nous-mêmes dans le message que notre corps souhaite nous communiquer, souhaite nous inviter à communiquer. Et après ça, bien évidemment, on va se sentir de plus en plus à l'aise, être capable de le verbaliser. C'est une façon, en tous les cas, certainement, d'apprendre à faire. Puis on peut évidemment aussi être accompagné par un thérapeute pour développer ce thème-là, mais c'est quelque chose, évidemment, qui va souvent être une façon de faire, en tous les cas, qui peut être intéressante. L'autre aspect que j'avais envie de vous parler, bien évidemment, c'est la notion d'attente aussi. Le non-dit, des fois, on ne dit pas les choses parce qu'on s'attend, on attend que l'autre le voie ou que l'autre le reconnaisse, que l'autre nous donne de la valeur. Hein, c'est-à-dire que moi, je sens que je mérite mieux et j'attends que la personne qui est devant moi me dise que je mérite mieux. Alors là, évidemment, on se retrouve dans une position qui est piégeante aussi, encore une fois, parce que si je crois, moi, que la personne devrait me reconnaître et qu'elle ne le fait pas, ben finalement, j'attends quelque chose qui ne viendra pas. Alors, si ça ne vient pas, ben je me trouve dans une position où je suis piégé, où j'ai l'impression, finalement, que j'ai quelque chose que je voudrais dire à la personne, qui fait que je crois que je mérite mieux. Et comme la personne ne semble pas reconnaître que je mérite mieux, ben je me trouve dans une position où j'ai l'impression que qu'elle a raison, sans doute, de pas, c'est moi qui est prétentieux, c'est moi qui s'imagine être mérité mieux. Et pour cette raison-là, je vais m'empêcher de le communiquer. Alors ça, c'est quelque chose, évidemment, on donne du pouvoir à l'autre, hein, et ce pouvoir à l'autre, bien évidemment, ne nous met pas dans une position d'authenticité avec soi-même. Donc ça aussi, ça fait partie à quelque part d'une démarche qui peut être intéressante à observer à l'intérieur de soi, parce qu'on a tous une part hein, de secret, quelque part de non-dit. C'est assez rare qu'on va dire, ben moi, je suis totalement authentique avec moi-même, je suis totalement authentique avec les gens autour de moi. C'est assez rare qu'on va arriver à être capable de communiquer de cette façon-là, parce qu'en général, il y a toute la part finalement inconsciente qui est en soi, qu'on n'est pas toujours capable de gérer. C'est pour ça que la pratique de la pleine conscience intuitive devient intéressante, parce qu'elle nous permet, elle, d'aller voir à l'intérieur de soi et d'aller voir les enjeux qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, qui sont pas toujours conscientisés à notre cerveau et qui vont faire qu'on va être capable progressivement de pouvoir affirmer de plus en plus clairement qui on est. Alors, une des explications que moi j'ai notées, que je trouve très intéressante, qui permet de comprendre quelque chose au niveau de cette notion du non-dit, c'est que les recherches en neurosciences ont mis en évidence qu'on n'est pas capable de communiquer quelque chose quand on n'est pas en mesure de le nommer, on n'est pas en mesure de le conscientiser. Par exemple, il y a des choses qu'on a dans nous. Par exemple, je donne un exemple, un enfant. Quand on est un enfant, on peut recevoir des informations de nos parents. On peut avoir des réactions qui sont en nous et ces réactions-là, quelque part, ne sont pas nécessairement reconnues. Et c'est ça, quelque part, qui est important de comprendre ici, c'est que tant et longtemps qu'on n'est pas capable, nous, de développer une prise de conscience de ce qui anime notre être, ben quelque part, ça reste dans notre inconscient, ça reste à quelque part quelque chose qui n'est pas accessible. Et c'est important, évidemment, de comprendre ici que plus j'apprends à faire une pratique intuitive, plus j'apprends aussi à nommer ce qui est en moi, et plus je le nomme, plus je deviens capable de reconnaître que j'ai peut-être quelque chose qui n'est pas exprimé, et que je peux donc apprendre à assumer, à intégrer pour amener justement cette capacité que j'ai de pouvoir le verbaliser, puis de pouvoir finalement briser quelque part le silence. Et puis c'est sûr que quand on ose briser le silence, ben il y a quelque part évidemment des conséquences à ça, hein, c'est-à-dire que plus j'apprends donc à être capable de nommer ce qui est en moi, mais plus je comprends à quelque part que je vais
briser donc un silence que les gens sont habitués que j'ai. Par exemple, si ça fait des années que j'ai pas osé dire que je voulais m'affirmer auprès de mon entourage, quand je vais oser le dire, ben mon entourage va avoir un peu une surprise. Il va comme se dire, mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi, Sylvain? Pourquoi aujourd'hui tu t'affirmes alors que ça fait des années que tu t'affirmes pas? Hein, c'est comme si les gens ne comprenaient pas qu'on se retrouve dans une position où on s'approprie le droit de prendre notre place alors que ça fait des années qu'on ne prend pas cette place-là. Alors, vous voyez que c'est sûr que c'est comme une position ingrate quand on ose exprimer ce qu'on a à dire. C'est une position ingrate parce que notre entourage ne peut pas toujours accueillir ce non-dit-là parce qu'il va être dérangeant. Il va venir finalement révéler quelque chose que bien des gens autour de nous ne voulaient pas voir. Parce qu'évidemment, quand on prend notre position d'affirmation, ben on brise à quelque part des schèmes de comportement. Hein. Les gens autour de nous étaient habitués à pouvoir faire un peu ce qu'ils voulaient avec nous. Donc, quand ils se rendent compte ils sont plus capables de faire ce qu'ils voulaient avec nous, ben ça change notre relation avec eux et ça peut donc entraîner des changements qui vont favoriser ce qu'on appelle souvent le deuil. Et le deuil, bien évidemment, c'est de constater que la vieille relation que j'avais avec ces gens-là, dans laquelle je m'affirmais pas, est morte, dans le sens que c'est plus ça que je suis, c'est plus ça que je veux non plus. Donc, les gens, avant qu'ils se rendent compte, à quelque part, que c'est plus la même relation qui existe, ben, il y a inévitablement une forme de mort, d'un deuil qui va en résulter et qui va nous obliger, nous, à nous mettre dans une position où on va devoir assumer la nouvelle personne que nous sommes, qui va donc devoir préserver sa lumière et sa capacité à assumer qui elle est. Alors ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est un travail, évidemment, qui se fait pas du jour au lendemain, hein, parce qu'évidemment, on se retrouve dans des situations, des étapes qui sont pas toujours faciles à manifester, mais c'est ça un peu que j'avais envie de vous dire concernant cette notion du non-dit. Puis, évidemment, ce qu'on souhaite aussi dans une relation à quelque part avec notre entourage, c'est qu'on souhaite que notre entourage, quand on lui exprime justement cette transformation qui est en soi, on espère que lui puisse accueillir ce qu'on est en train de lui exprimer, qu'il puisse effectivement nous accepter tel que l'on est, nous donner l'opportunité justement de nous ajuster, de s'ajuster à cette nouvelle réalité qu'on leur exprime et de favoriser donc une relation de plus en plus constructive et positive. C'est ça qu'on va chercher à souhaiter souvent d'une situation à quelque part dans lequel on peut manifester ce non-dit-là et que les gens, ben, on a envie qu'ils nous reçoivent et qu'ils nous accueillent. Et évidemment, ça demande une certaine maturité, ça. Hein. Il y a des adultes qui sont capables d'accueillir le changement puis de permettre à l'individu qui sont devant eux de dire « Wow, je te trouve tellement courageux de prendre cette direction-là et je t'accueille, je te reconnais le droit de manifester cette autorité envers moi et de reconnaître que moi, peut-être que j'ai des choses que j'ai à te dire concernant ce que tu me manifestes et je m'ajuste à cette nouvelle réalité-là, puis je suis content pour toi. » Malheureusement, il y a l'air que aussi, quelquefois, ben, on peut constater que les gens vont avoir tendance à refuser cette volonté que l'on a d'amener de nouvelles informations et que ça peut évidemment même être nié par notre entourage, hein, comme si on ne pouvait pas accepter. Hein, ça touche un peu, c'est comme un peu comme des situations qui viennent déranger hein, les autres autour de nous et qui nous mettent en relation évidemment avec un rapport de force aussi. Le rapport de force, c'est que si moi j'ose prendre ma place face à des gens alors que je n'ai jamais fait auparavant, ben les gens ben, vont peut-être se dire, mais écoute Sylvain, ça n'a pas de bon sens, je trouve que c'est pas correct à quelque part que tu prennes cette place-là. Hein, pourquoi tu la prends aujourd'hui? Hein, avant, moi, j'étais bien, c'était moi le leader, c'était moi le meneur, c'est moi qui prenais les décisions. Là, tu commences à me dire que tu vas prendre des décisions, alors moi, ça me vient me déranger. Alors, ce sont toutes des choses, quelque part, qui amènent donc la notion, évidemment, de développer cette nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité, ce qui est important à dire, c'est que c'est pas contre les autres qu'on le fait. Quand on révèle un non-dit, c'est pas contre les autres qu'on le fait, c'est pour soi. Et ça, c'est important de le comprendre. Ça veut dire qu'on doit bien faire comprendre aux gens qui sont autour de nous qu'on n'est pas en train de pointer du doigt ces gens-là en leur disant qu'ils sont pas corrects. On est en train de reconnaître qu'il y a quelque chose en nous qui nous pousse à prendre notre place. Et parce qu'on prend notre place, ben, on a envie effectivement que notre entourage ben, puisse justement trouver sa place aussi à travers cette nouvelle révélation de nous-mêmes. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous dire concernant les non-dits. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient envie de partager des choses à ce sujet-là ou dire qu'est-ce qu'ils ressentaient ou qu'est-ce qu'ils avaient envie de communiquer à ce sujet-là. N'hésitez pas à le faire, bien sûr. Et vous pouvez le faire donc par le chat ou encore par le micro. Donc, il y a Jean-Pierre qui veut me dire quelque chose. Alors, vas-y, Jean-Pierre, nous t'écoutons. Bonjour, Sylvain. Oui, bonjour, Jean-Pierre. Gratitude pour ce bel atelier qui vient comme
dans l'insynchronicité de ma vie. Demain, justement, j'ai une importante réunion avec les médias où ils se positionnent à savoir qu'est-ce qui se passe présentement dans la société pour que les gens aient peu confiance aux médias, au gouvernement. Il y a comme un ressenti présentement. Et j'ai fait un travail d'introspection à l'intérieur de moi de qu'est-ce qui ressortait, qu'est-ce que je devais sortir comme élément en étant vrai et authentique de qu'est-ce que je sentais au plus profond de moi. Et ça m'amène dans des champs de conscience où j'ai même à parler de mon expérience en tant qu'âme humaine que je suis venu explorer sur la Terre comme étant possiblement un messager. Je pense que ça te parle quand tu dis ça. Et je me sens dans cette position-là de messager. Puis je suis en train de lire un livre, Anna, grand-mère de Jésus, qui me révèle des connaissances que j'avais pas sur cette histoire-là, qui me révèle qu'on est en train de réécrire l'histoire, puis que c'est le même jeu qu'on joue aussi dans la société aujourd'hui. Ce qu'il y avait il y a 2000 ans, on le joue aujourd'hui, et de pouvoir s'exprimer librement, authentiquement, de reconnaître qu'on est des êtres, je vais appeler le mot divin, là, pour utiliser un terme, dans la société, et que on est dans une connexion avec quelque chose de plus grand que nous, qui nous permet de s'affirmer présentement, même si on est mal vu dans la société, parce que moi, j'ai été traité de complotiste comme bien d'autres personnes, parce qu'on affiche nos réelles couleurs. Puis ce message-là que tu viens de nous livrer présentement rentre pile à renforcer cet élément-là du non-dit à l'intérieur de moi, de pouvoir m'exprimer librement, parce que pour moi, c'est la nouvelle façon de faire dans la vie de demain pour être vraiment le plus authentique possible, puis que les relations interpersonnelles et entre nous puissent avoir un réel sens. Parce qu'on va dire les vraies choses telles qu'on les ressent. Ils auront le droit de pas être d'accord ou d'accord, mais ça m'appartient plus à moi. Moi, je livre, comme tu dis, on le fait pour nous, pour libérer notre conscience, on peut dire d'une certaine façon, de qu'est-ce qu'on vit présentement pour améliorer le monde. Et c'était mon commentaire. Mais je te remercie, Jean-Pierre, parce que c'est intéressant, parce que là, ce que tu amènes, c'est un autre élément du non-dit qui est intéressant parce que ça touche la société, ça touche non pas simplement une relation, moi, qui a un non-dit face à quelqu'un, c'est de constater effectivement que récemment, depuis quelques années, en fait, on assiste à une forme de non-dit. D'ailleurs, les médias sont justement, on questionne pourquoi les médias, on a de moins en moins confiance en eux. Ben justement, c'est que les médias doivent dire des choses, tu vois, ils doivent dire des choses. Et si elles disent des choses, puis elles choisissent de pas dire d'autres choses, ben quelque part, on se retrouve dans une position où on n'a plus confiance en eux parce que justement, cette notion de transmettre de l'information, c'est une forme d'authenticité, c'est d'être transparent par rapport à ce qui se passe. Puis on sait évidemment que la société, puis il faut pas se leurrer, elle n'est pas du tout animée par la transparence. On regarde les systèmes politiques, par exemple, partout dans le monde, l'authenticité n'est pas au rendez-vous dans la politique. Et les médias, ben, quelque part, depuis quelques années, avec le COVID et tout ça, on a pu constater qu'il y avait finalement un manque d'authenticité dans la volonté de transmettre de l'information. Et c'est ça qui a amené aussi cette notion de conspirationnisme, parce que le conspirationniste, c'est qui? Ben, c'est quelqu'un, justement, qui ose dire, tu sais, un non-dit, il ose amener des éléments qui sont discutables. Hein. Des fois, le conspirationniste, il peut être à côté de la plaque, mais quand même le droit, à mon sens, à moi, en tous les cas, de pouvoir amener de la réflexion qui vont faire que, justement, les communications vont pouvoir finalement se manifester, vont pouvoir quelque part s'exprimer. Et je pense que c'est ça, quelque part, qu'on doit comprendre aussi dans la société dans laquelle on est, c'est que la notion du non-dit, elle est individuelle. Moi, je peux avoir des choses que je ne dis pas à des gens autour de moi, que je ne révèle pas de qui je suis envers des autres. Hein. Ça, c'est un aspect, mais d'un point de vue collectif, on peut certainement envisager que dans une famille, hein, moi, je peux me retrouver dans une position où je n'exprime pas complètement ce que j'ai à communiquer dans une famille. Moi, j'ai vu souvent ça, des situations où dans une famille, il y a une personne qui est porteuse d'une souffrance. Elle ne peut pas communiquer cette souffrance-là, ou elle peut la communiquer, mais on ne l'entend pas. Et moi, j'ai vu souvent des gens, quelque part, qui, dans une dynamique familiale, devenaient, quelque part, la source de toxicité de la famille et qui développaient des maladies parce que justement, elles portaient en eux quelque chose qui n'était pas disable, qui n'était pas communicable dans le contexte de la famille. Et ces gens-là, bon, finalement, développaient des maladies puis pouvaient même mourir de ça parce que justement, il y avait une dynamique familiale qui ne permettait pas l'éclosion
du dire. Toi, c'est intéressant, cette notion-là, quelque part, de comprendre ça, parce que on parle d'une famille, maintenant, on peut parler d'une société, hein, d'une société comme le Québec, ou comme la France, ou comme le Canada, ou d'autres pays, qu'importe. C'est de comprendre, évidemment, que dans cette structure-là, quelque part, organisationnelle, ben, inévitablement, on est des individus dans cette organisation-là, puis si un individu ne peut pas communiquer ce qu'il a communiqué dans la société, ben il devient quelque part un paria. Et c'est ça qui s'est passé avec la notion des conspirationnistes. Il y avait cette notion c'était des gens qui c'était inacceptable ce qu'ils pouvaient communiquer, ce qu'ils pouvaient dire. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on a le droit quelque part de dire tout? Ben moi, je pense que oui. Puis c'est ça qui favorise justement la discussion. C'est ça qui permet de dégager de l'émotion. Si moi, j'ai quelque part un secret qui est en moi, et ce secret-là, finalement, j'ai besoin de le communiquer. Peut-être que c'est un secret qui reflète en moi une forme de fantaisie, une forme de fantasme, mais même si je l'exprime, qu'est-ce qui va arriver? Ben, je vais m'en dégager et en m'en dégageant, je vais pouvoir me confronter à la réalité de d'autres personnes qui vont pouvoir me parler, effectivement, de ce qui se passe, de la réalité de ce que je vis, puis peut-être du fantasme qui est en moi, etc. Mais encore là, c'est thérapeutique, ça, finalement. Et dans ce sens-là, évidemment, toute cette volonté de fermer la porte à toutes les personnes qui arrivaient avec des théories conspirationnistes, ben, c'était une façon de dire aux gens, taisez-vous, on ne veut pas vous entendre. Parce que quelque part, ce que vous avez à communiquer n'est pas entendable. Et c'est là, quelque part, que je disais tantôt que quand une personne exprime un non-dit qui est dérangeant, pourquoi? Parce qu'il crée un désordre dans sa propre personnalité ou dans son propre relation de pouvoir qu'elle a envers nous, mais c'est là que ça devient facile de pouvoir reprocher à cette personne-là quelque chose qui va l'empêcher de pouvoir communiquer. Quand on dit qu'une personne est conspirationniste, ben c'est une façon de lui enlever toute crédibilité. Et c'est ça un peu, c'est quand même donc intéressant ce que tu as amené, Jean-Pierre, je t'en remercie parce que justement, ça amène cette notion de non-dit dans une sphère encore plus vaste, finalement, puis que le communicateur dans la spirale évolutive, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Lui, finalement, c'est d'être dans cette position de verticalité dans laquelle il assume. Assumer, c'est reconnaître les émotions qui sont en lui, reconnaître les non-dits qui sont en lui, et d'apprendre à les assumer pour être capable de les verbaliser. Et dans ce sens-là, bien évidemment, la notion des conspirationnistes, ben eux, à quelque part, sont reconnus, et souvent ils se prénomment d'ailleurs un peu comme des super-héros, on va les appeler comme ça, parce qu'ils vont assumer quelque chose qui leur donne l'opportunité de se dire, ben moi, j'ose finalement mettre sur la table quelque chose que personne ne veut entendre et je me mets en danger parce que finalement, souvent, les conspirationnistes se retrouvaient dans une situation un peu chaude parce que quelque part, ils étaient vraiment rejetés par beaucoup de monde. Donc, il y avait un prix à payer à cette volonté de transmettre une sincérité puis une vérité. Mais je pense qu'on doit se questionner par rapport à tout ça parce que si on réfléchit en tant que société, on doit se dire quelque part que tout être humain devrait être capable de pouvoir exprimer sa vérité. Et on en est loin. Même si on se dit être dans un pays démocratique, hein, tant le Canada que la France est démocratique, et les autres aussi, hein, la Suisse, la Belgique, etc., la démocratie, à quelque part, on comprend quelque part qu'elle est limitée à l'intérieur d'un cadre de fonctionnement. On peut pas dire ce qu'on veut, on peut dire ce qui est acceptable d'être entendu. Et si on le dépasse, bien souvent, on a un prix à payer à tout ça. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais à dire concernant ça. Est-ce que vous auriez maintenant des commentaires, des questions que vous aimeriez aborder sur la pratique ou sur d'autres sujets, puisque, comme je disais tantôt, c'est comme un espace ouvert que j'avais envie de vous proposer pour les webinaires. Donc, vous savez qu'il y a des enseignements présentement que des gens ont suivis, que ce soit par des week-ends. Il y en a qui ont suivi le cours Mission de vie, transformation de l'être, qui est le premier week-end de formation. Et il y a également aussi un week-end sur la lecture intuitive et les chakras qui tourne autour de la spirale évolutive, évidemment, sont les deux enseignements en présentiel et en ligne qui sont disponibles. C'est des enseignements très élaborés avec beaucoup d'heures. Il y a également la formation de base sur la spirale évolutive qui vous permet d'explorer soit de méditation, la pratique de la spirale évolutive. Donc, c'est tous des thèmes que vous pouvez aborder et bien d'autres, hein, puisque évidemment, il y a d'autres thèmes dont je ne vous parle pas également qui peuvent être aussi que vous pouvez proposer ou d'autres questions de tout ordre. Moi, je me tiens à votre disposition. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait des commentaires, des questions, des réflexions sur tous les sujets? Qu'est-ce que vous voyez? C'est un domaine ouvert aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure. Il y a Sylvie qui veut me dire quelque chose. Vas-y, Sylvie, je t'écoute. Salut, Sylvain. Écoute,
Ça fait un bout que je t'ai vu, là. On s'est vu il y a 30 ans, hein. Tu as été un instigateur un peu de mon cheminement chez toi à Longueuil, il y a une trentaine Ah, d'années. Et puis, évidemment, je t'ai suivi aussi, puis ben, j'ai suivi plein d'autres formations aussi en constellation familiale, mais tout en lien aussi avec les archétypes, et avec l'énergie, avec le fait de faire un peu comme tu fais le programme de programmation, puis de rentrer en contact avec l'énergie des gens pour les amener à se déprogrammer, se reprogrammer. Donc, je manipule un peu toute cette énergie-là, ce qui fait que j'ai fait beaucoup de travail sur moi, évidemment, hein, ça nous amène à nous travailler de l'intérieur beaucoup, 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 et puis de s'unifier le plus possible. Et moi, j'avais le goût juste de voir, je sais pas si tu fais des lectures d'âme aujourd'hui, puis s'il y a des choses que tu vas pouvoir un petit peu canaliser en ce sens de dire où est-ce que je suis rendue dans mon processus, parce que je pense que j'ai à faire un autre pas extraordinaire, mais je sais pas quelle direction trop, puis je me demandais si c'était quelque chose que tu étais en mesure de faire aujourd'hui ou pas, en termes de lecture d'âme, là. ben, c'est sûr que, comme je disais, j'ai dit tout à l'heure que tout était ouvert, donc les lectures d'âme peuvent être aussi incluses dans le concept. Sachez par contre que demain, je fais une lecture d'âme également Bon, avec OK. Finance TV. Donc, si vous êtes intéressé, il y a Réunance TV avec lequel je collabore une fois par mois, qui fait des lectures d'âme systématiques. Mais quand je fais des entretiens comme ceux-là, ben, comme je dis, quand c'est ouvert, ben, ça veut dire que je peux aussi moi, je privilégie les gens de mon section quand je fais ça. Donc, c'est pas à tout le monde, ça s'adresse. Donc, les gens qui sont dans le mailing list, qui reçoivent les invitations, je les invite pas auprès de YouTube, de Facebook, etc. Donc, c'est en plus privé ce qu'on fait ici. Je vais Mhm. peut-être regarder ce qu'il y en est par rapport à toi. Mhm. Moi, ce que je te dirais, Sylvie, c'est qu'il y a une question de pardon à faire envers toi-même. Puis le pardon, ça touche le système digestif aussi. Hein. C'est comme s'il y avait la région intestinale et tout ça qui était impliqué là-dedans. Et tu sais, c'est un peu comme, tu sais, quand on se voit trop grand, des fois, en se voyant trop grand, on se met dans une position à risque parce qu'évidemment, comme on se perçoit trop grand, ben, on fait des choses qui sont peut-être qui nous dépassent. Et quand on les fait, puis qu'on constate effectivement qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on pensait être, bien évidemment, on est confronté à devoir finalement un peu comme tomber, hein, comme d'être déçu de soi. Puis à un moment donné, bon, ben, quelque part, moi j'appelle ça le beau risque, hein, c'est-à-dire que des fois on peut dire, ben oui, je crois que je suis capable de faire quelque chose, je le fais, finalement je constate que je ne suis pas capable, ben c'est vrai que ça peut être décevant. En même temps, on a tenté quelque chose. Et quand on a cette capacité de se tendre la main puis de se dire, bon, ben, je veux à quelque part m'autoriser le droit d'avoir fait ce choix-là, puis j'ai envie, moi, aujourd'hui, de me donner la permission de m'aimer, parce que quelque part, pour moi, le pardon amène aussi cette notion d'amour de soi. L'amour de soi, c'est pas de vouloir être quelqu'un d'autre, c'est de vouloir être soi, avec nos capacités, nos forces, nos faiblesses. Et je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est présent en toi. Je sais pas ce que tu en penses. Mhm, mhm. Ben, en fait, je travaille beaucoup avec les archétypes actuellement, fait que c'est sûr que il y a des notions où est-ce que je me connais encore plus, puis je m'assume de plus en plus, puis j'apprends à m'aimer dans ces archétypes-là, fait que c'est sûr que le travail qui se fait à ce niveau-là actuellement. Et tu vois, quand on interagit avec ton énergie, ce que je te dirais aussi, c'est que l'énergie du bassin vers le haut est difficile. Elle est difficile parce que j'ai l'impression que tu sais, quand on veut s'affirmer, il n'y a pas un million de façons de s'affirmer. Par exemple, si on veut fermer une porte devant quelqu'un et lui dire, par exemple, c'est terminé, pour donner un exemple, ben, on peut lui dire plein de choses, mais à un moment donné, on doit prendre la porte et la fermer. Tu vois, on doit témoigner d'une action qui indique bien à l'autre personne quelque part quelque chose de terminé. Alors, j'ai l'impression que ça nécessite l'enracinement, ça nécessite la concrétisation de quelque chose. On peut pas tergiverser éternellement envers une autre personne. On doit un jour ou l'autre ben, dire, ben voilà, il y a une action que je pose qui fait que je prends une décision, etc. Alors, je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est peut-être à mettre en place dans ta vie. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas trop comment l'interpréter ou comment le comprendre, là. Hmm, Je te dirais, c'est de réapproprier ton pouvoir parce que j'ai l'impression que ton ouais. pouvoir, quelque part, tu as tendance, toi, finalement, tu sais, quand tu fais des références sur les archétypes, mais j'ai l'impression que tu donnes du pouvoir, finalement, à l'extérieur. L'extérieur, Hmm, quelque
départ, ben, c'est un peu comme s'il prenait beaucoup d'espace dans ta vie, puis qu'aujourd'hui, tu as besoin de mettre de l'ordre. Puis mettre de l'ordre, ben, évidemment, c'est de dire, ben, voilà les casiers, je mets ça dans tel fichier, dans tel casier, je ferme une porte, j'ouvre une porte. Tu vois, il y a une espèce de ménage. Et ce ménage-là, c'est comme un acte de créativité. C'est un acte créateur. C'est un acte où on reconnaît justement qu'on n'a plus envie, nous, tu sais, c'est un peu comme un travail de longue date qu'on fait. Et ce travail de longue date-là, ben, on doit un jour l'honorer. L'honorer, c'est, et comment on fait pour l'honorer? Ben, c'est faire des actions crues. Les actions crues, c'est fermer une porte, ouvrir une porte. Tu vois, c'est cru. J'ouvre une porte, je ferme une porte, c'est pas, on n'est pas en nuance, on est dans la clarté, tu vois. Et cette clarté-là, j'ai l'impression qu'elle va t'amener au niveau de la région du cœur vers cette forme d'amour de soi dont je te parlais tantôt. C'est que, et des fois, on peut se sentir mal à l'aise face à des actions qu'on a à commettre parce qu'on ne se sent pas en paix face aux actions qu'on doit faire. Mais un jour ou l'autre, il faut quand même les faire. Tu vois, c'est ça un peu que je sens de toi. OK. 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 C'est sûr que tu as un peu raison quand tu dis que j'ai tendance des fois à aller voir si à l'extérieur, pour venir me valider à l'intérieur de moi, à travers des formations et tout ça, mais c'est sûr que j'ai beaucoup de réponses à l'intérieur de moi, ça c'est sûr. Je suis très kinesthésique, là, très clair ressentant, là. Sauf qu'au niveau clairaudient, au niveau clairvoyant, c'est des canaux que j'aimerais peut-être développer plus pour être en mesure justement d'assumer complètement puis de l'intérieur finalement, puis de pas avoir toujours aller chercher à l'extérieur des informations qui à toute fin pratique font probablement que je les porte depuis toutes ces années-là parce que à chaque fois je fais des formations, je sais que c'est des choses que je sais déjà, que je connais déjà de l'intérieur, puis ça vient juste me confirmer, tu sais. Donc, je sais pas si ces canaux-là, avec ta formation, si on peut aller développer, comme je te dis, je suis très kinesthésique, clairaudient, toi tu l'es, je pense, puis clairvoyant aussi, je sais pas, mais c'est sûr que ces canaux-là, s'ils étaient développés, peut-être que ça me permettrait d'être encore plus aligné, peut-être, puis avoir plus confiance en ce que je porte déjà, en fait, en allant chercher l'information à la source au lieu d'aller à l'extérieur. Je te dirais que le ressenti, quelque part, c'est un des trois modes de communication dans la pratique de la pleine conscience intuitive. Il y a la sensation, il y a l'auditif puis le visuel. Donc, c'est certain que ces trois modes de communication qui sont tous valables, sauf que le sensitif, tu sais, quand on dit, par exemple, devenir clairvoyant, mais clairvoyant, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend ouvrir les yeux. Quand on est clairaudient, ça sous-entend qu'on ouvre les oreilles. Alors, il faut avoir envie d'entendre, il faut avoir envie de voir, tu vois. Alors que le sensitif, il peut fermer les yeux puis il ressent des choses. Il ressent des choses, mais ça ne l'oriente pas dans l'action qu'il doit faire, tu vois. Et j'ai l'impression que chez toi, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est ça, quand je te disais tantôt, fermer une porte, ouvrir une porte, c'est de clarifier quelque part, de faire du ménage dans sa vie. Et ça crée c'est comme ouvrir les yeux. Quand on ouvre les yeux, quelque part, on voit quelque chose, on voit qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. On n'est plus en train de se poser la question, qu'est-ce que je ressens? Mais non, je ressens quelque part qu'il faut que je fasse ça, donc j'ouvre les yeux pour prendre la porte puis la fermer. Là, on est dans une position d'action à ce moment-là. Et j'ai l'impression que la démarche intuitive, quelque part, moi, ce que j'ai observé dans ma pratique, c'est que quand on cherche à développer les sens, mais évidemment, les sens, à quelque part, nous confondent à devoir porter un regard sur notre propre mode de perception. Le mode sensitif, c'est un mode, à quelque part, qui est tourné vers un regard sur soi. Et dans ce sens-là, évidemment, le regard du visuel, le regard de l'auditif, c'est d'apprendre, à quelque part, à donner une forme plus consciente, je dirais, de l'action qui doit être posée par une démarche intuitive. Tu vois? Puis c'est sûr que la pleine conscience intuitive, la chose la plus importante, même quand on est sensitif, c'est description, questionnement, déploiement et soins. C'est toujours la même chose. Je dis toujours la même chose dans l'enseignement, quels que soient les enseignements qui sont pris, les gens doivent apprendre à faire une description de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Donc, ensuite, de faire une lecture, donc de questionner les perceptions. Questionner les perceptions, c'est pas être dans notre tête, c'est questionner les perceptions, c'est s'adresser à elles comme un témoin, et ensuite, évidemment, de donner tout ce qui est nécessaire à l'information pour être capable, justement, de la transformer, et ensuite faire le soin qui va favoriser encore plus cette notion de circulation énergétique. Donc, c'est ça, quelque part, qui est dans la pratique, puis avec la pratique, on arrive à développer trois sens, c'est-à-dire le sensitif, le visuel et l'auditif, mais évidemment, à travers la démarche de la pratique, c'est encore plus important, je dirais, d'être capable de vraiment rester sur le questionnement des déploiement et soins, qui fait un genre de circuit rotatoire, là, qui fait qu'on est tout le temps dans un processus d'avancement et de continuité dans le processus, tu vois. C'est ça un petit peu que je te dirais concernant ça.
OK. Donc, moi, OK. je pense que oui, l'enseignement, c'est sûr qu'il te donnerait les bases pour être capable d'arriver à être plus en mesure de développer ce qu'on appelle la clairvoyance ou la clairaudience. OK. Je le fais un petit peu avec le focusing aussi. Ce que tu dis, ça s'inscrit un peu dans cette technique-là, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est questionner, puis aller, je veux Mais dire, je dis quelque chose questionner, puis par aller rapport au chercher les focusing. besoins, le besoin primaire, finalement, pour pouvoir déprogrammer puis reprogrammer, là. Mais Euh, tu vois, ce que je te dirais quelque part, c'est que dans ma pratique à moi, puis là, je vais le dire humblement, j'ai essayé du moins, oui, 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 c'est que la pratique, moi, ça fait quand même plus de 35 ans, je pense, tu disais, ça faisait 30 ans, puis j'étais à Longueuil, j'étais avant oui. ça à d'autres endroits, donc ça fait peut-être 35 ans que je fais de la pratique, hein. Donc, j'ai jamais arrêté de faire de la pratique, puis j'enseigne depuis quand même plus de 25 ans. Puis, Mhm, ce que j'ai observé à travers tout ça, c'est que, par exemple, le focusing dont tu parles, c'est intéressant. mhm, Mais une chose que moi qui me fascine, et avec toutes ces années-là, quelque part, c'est encore plus fascinant, c'est de comprendre comment l'être humain ne cherche pas à valoriser quelque part ce qu'on pourrait appeler la facilité du développement des habiletés intuitives. Et cette facilité, elle passe par quoi? Mais elle passe par la capacité que j'ai de faire un travail sur moi et d'apprendre mhm. à faire sur l'autre. Et comment c'est Ouais, possible de faire un travail sur soi et travailler sur l'autre? C'est par la capacité justement de reconnaître que l'imaginaire est un véhicule me permettant mhm, de voyager en moi, tout comme de me permettant de voyager vers le partenaire. Donc, quand tu mhm, me parles justement de focusing, moi, je te dirais que c'est une méthode de travail sur soi. Quand je te parle de mhm, la conscience intuitive, je vais te dire que c'est un travail dans lequel on apprend à faire sur soi, on apprend à faire sur l'autre. Et ce mhm. travail-là, quelque part, est très, très peu. C'est un peu quand on disait le non-dit. Ça fait partie des non-dits, ça, selon moi. C'est que dire que l'être humain a beaucoup de difficulté à accepter l'idée que les habiletés intuitives puissent se développer véritablement en apprenant à faire un travail sur soi et en apprenant à Mhm. faire quelqu'un d'autre. Parce que souvent, les gens qui se disent clairvoyants ou médiums vont dire qu'ils ont eu un accident. C'est peut-être vrai, bien sûr, hein. C'est possible que ça puisse arriver comme ça, mais moi, je constate à quelque part que on peut augmenter de beaucoup l'habileté intuitive quand on comprend comment on fonctionne, comment le processus intuitif se fait. Et je pense que c'est dans ce sens-là, quelque part, que comprendre à quelque part que la démarche intuitive, on peut dire que, par exemple, une démarche intuitive, c'est comme le focusing, c'est comme ceci, Mhm. comme cela, mais quand on n'est pas capable d'arriver à comprendre comment on fait une pratique vers l'autre, pour moi, quelque part, et là, je dis humblement, même si ça peut paraître prétentieux, ben, c'est que non, on peut pas Mhm. dire à quelque part qu'on comprend une démarche Ouais, intuitive si on n'est pas en mesure de jouer sur ces deux plans-là. Et je pense que absolument. c'est une démarche qui, encore aujourd'hui, ça fait quand même plus de 35 ans que je pratique, Mhm. puis je constate qu'on est toujours au même point. On reste toujours avec Mhm. l'idée que la médium, ben, c'est un talent particulier, la Ouais, clairvoyance, c'est non, non, un talent tout à particulier. fait. Tout ça, finalement, fait partie de la même démarche, tu vois. Absolument. Ben, écoute, j'abonde dans ton sens, Sylvain, ça c'est clair, clair. Je pense que le meilleur thérapeute ou le meilleur phare, c'est celui qui sait travailler de l'intérieur parce qu'on devient à ce moment-là des accompagnants, parce qu'on le fait, on connaît le chemin. Fait que ça, j'abonde dans ton sens à 100 000 à l'heure et je pense à être dans ce travail-là continuellement, on est jusqu'à notre mort, là. Puis c'est drôle parce que je viens de tomber sur ton Zoom par synchronicité. Ça a tombé. Fait que vois-tu, il y a comme quelque chose qui fait qu'il vient juste confirmer finalement que la démarche que tu me proposes, ça s'inscrit probablement dans la prochaine étape finalement de ce que je fais déjà, là, j'imagine, en termes de. J'ai l'impression d'être quand même de plus en plus alignée, mais je suis comme une étape de plus pour aller assumer complètement ça, là. Puis c'est sûr que ta démarche, elle est très, ben pour moi, elle me parle beaucoup, là, évidemment, là. Mais merci. Ben, bienvenue, bienvenue. Ça fait Merci. plaisir. Donc, on va Merci. continuer. Ben, je te remercie, donc, Sylvie, de ton partage. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions, des interrogations? Ce que vous voulez, comme je dis, hein, c'est comme un espace pour échanger, partager. Et pour surtout, bien évidemment, c'est les gens qui ont des questionnements sur la pratique intuitive, soit sur les enseignements que je vais proposer, sur d'autres. Hein. Vous pouvez aussi poser vos questions sans problème. Il n'y a pas de mauvaises questions en passant, donc toutes les questions sont bonnes. Et les lectures d'âme aussi sont bienvenues. Si y a des gens qui ont envie de ça, c'est possible aussi. Donc, ne soyez pas timides. Sinon, bien évidemment, on va simplement donc clore le webinaire. S'il n'y a pas d'interaction plus que ça, c'est comme vous voulez. Là, OK. Quel est ton point de vue de l'impact des non-dits sur le développement des maladies? Alors, merci pour ta question, Régine. Alors, mais c'est certain que les non-dits, je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on assume. Alors, si on assume pour un cas de communiquer avec quelqu'un, ça veut dire qu'on prend quelque chose qui n'a pas été dit,
on le remonte à notre conscience, on la fait passer par la gorge, puis on le communique, on décharge quelque chose d'émotionnel. Maintenant, quand on reste pris avec le non-dit à l'intérieur de soi, ben le non-dit, ben il risque à quelque part de nous polluer dans notre comportement psychologique, mais de nous polluer dans notre dynamique psycho-émotionnelle aussi. Moi, je pense à une personne qui est dans une dynamique familiale et qui s'adaptait, qui était en harmonie avec tout le monde, cette personne-là. Mais finalement, cette personne-là, elle souffrait énormément parce qu'elle questionnait énormément le rôle que sa mère jouait. Elle avait l'impression que sa mère n'était pas sincère. En fait, elle était convaincue de ça, mais tous les autres de sa famille ne partageaient pas cette réalité-là. Et puis, finalement, cette femme-là, quelque part, elle portait ce non-dit-là, c'est-à-dire que pour elle, c'était honteux de dire une chose pareille parce que tous les autres idéalisaient beaucoup la mère. Et finalement, quand est arrivé le décès de cette femme-là, qui a eu un cancer, finalement, ça a fait exploser la famille. Complètement. Et là, à ce moment-là, toute cette espèce de situation où la mère n'avait peut-être pas la capacité d'être dans une forme de sincérité absolue, ben là, ça a remonté vraiment. Et là, toute la famille s'est comme dissociée, elle s'est mise à couper en mille miettes finalement, parce que justement, cette femme-là, quelque part, elle était l'équilibre. Elle gardait la famille en lien parce elle gardait la charge émotionnelle du non-dit. Elle ne pouvait pas l'exprimer. Elle n'était pas entendue, mais elle souffrait de ça. Et quand elle est décédée, ben, à quelque part, ce non-dit-là qu'elle gardait en secret, ben, c'est révélé. C'est-à-dire qu'il y a plein d'événements quelque part dans la famille qui ont fait exploser justement ce qui n'avait pas été osé dire. On n'avait jamais reconnu, on n'avait jamais voulu exprimer que la mère avait peut-être quelque chose de pas sincère, pas honnête. Et là, ça s'est vraiment fait éclater. Tout le monde ne se parlait plus. Il y avait plein de conflits, etc. C'est donc un exemple que je donne pour exprimer que c'est certain que les non-dits peuvent avoir un développement des maladies. Je te dirais que de toute façon, quand on regarde le champ énergétique d'une personne, on constate que toute forme d'énergie avec laquelle on n'est pas en paix avec soi, c'est une énergie justement qui va nous enlever de l'énergie. Elle va nous déséquilibrer en quelque sorte. Et ce déséquilibre-là va prendre une envergure plus importante si justement on garde cette perturbation-là plus longuement et qu'on ne fait pas la paix avec elle. Puis évidemment, la notion du non-dit, qu'est-ce que c'est? C'est que quand j'ai une information inconsciente qui est en moi, que j'ai pas pris le temps de me relier à elle, puis qu'elle devienne consciente, ben, à quelque part, elle est inconsciente et elle me perturbe. Donc, évidemment, toute forme d'émotions qui ne sont pas qui sont pas conscientes, qui ne sont pas intégrées en moi, ben, quelque part, elles sont des zones de perturbation possibles qui vont favoriser donc la maladie. Donc, le non-dit, quelque part, c'est pour ça que quand on parle de psychanalyse, de la psychologie, de la spiritualité, de beaucoup de domaines, finalement, dans lesquels quand on y réfléchit, où tout le monde est d'accord pour dire que la première chose qu'un être humain doit faire, c'est apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître, c'est se révéler, finalement, dans sa vérité. Sa vérité, c'est de reconnaître qu'il n'a pas choisi. Moi, j'ai pas choisi d'être qui je suis complètement, consciemment, du moins. Donc, tout au long de mon développement, ben, j'apprends à me connaître, apprendre à reconnaître que mon corps me parle. Il y a des émotions qui sont en moi que je pensais peut-être pas nécessairement qu'elles sont là, mais elles s'imposent à moi. Donc, si je prends pas le temps de les accueillir, ces émotions-là, ben, je me permets pas, effectivement, de me mettre dans une position d'alignement avec moi face à mon entourage. Et c'est ça, quelque part, qui va entraîner justement souvent des perturbations énergétiques et psycho-émotionnelles qui vont pouvoir potentiellement développer des maladies. Et que le fait de dire les choses, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous permet d'assumer justement des émotions qui sont en soi, qui ont envie de s'exprimer. Et le fait de faire ça, mais ça réorganise notre énergie et ça nous donne de l'énergie. Ça nous apporte un sentiment d'évolution aussi, de changement de conscience. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant également à mettre en évidence aussi dans le développement humain. Mm-hmm. Donc, voilà pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questionnements, des interrogations? Ah, je vois que Joanne, vas-y, je t'écoute. Bonjour Sylvain. Oui, je voulais savoir si ton chose présentement là, sur les non-dits, ce qui va être déposé dans le SCO, on va pouvoir le réécouter? Oui, ça va être enregistré présentement, oui. OK. Puis, vu que tu as ouvert la porte que tu as dit à n'importe quoi, je me demandais si ça serait possible une lecture par rapport à une personne décédée. Une lecture que toi, tu voudrais que je fasse pour toi, pour une lecture pour une personne décédée, c'est ça? Ouais. OK.
tu me donnes son nom. OK, ça serait mon père, s'il y avait un message ou quelque chose pour moi, là, si tu vois quelque chose. Et son prénom, ton père, c'est? Léopold. Il est décédé il y a combien d'années? En 1995. OK. Tu vois, moi, ce que je sens de lui dans un premier temps par rapport à toi, c'est que il y a vraiment comme une distance au départ qui est là. Et cette distance-là, c'est plus provoqué par lui. C'est pas qu'il veut être distant, hein. C'est que la relation, quand je me mets en relation avec lui, il y a cette notion de distance. Et cette notion de distance, c'est comme si, quelque part, il te regardait un peu comme dans une vitrine. Puis toi, tu es un peu comme dans la vitrine, un peu comme quand on regarde dans un magasin de jouets de Noël, durant les périodes des fêtes, là, il y a des super belles vitrines. Alors, c'est comme si je le voyais te regarder dans une vitrine, puis tu étais un peu comme un jouet dans la vitrine. C'est-à-dire que tu es là, et oh, mon Dieu, qu'il te trouve belle, mon Dieu, qu'il te trouve ceci, mon Dieu, qu'il te trouve cela. C'est comme si, à quelque part, il était en admiration, comme s'il y avait une belle décoration de Noël à laquelle il assistait. C'est un peu comme ça que je perçois ça. Puis, ce que moi je sens de ça aussi, c'est que dans cet échange-là que je vois, il y a une volonté de ta part de lui exprimer quelque chose de l'ordre, justement, je suis pas un jouet, tu sais, je suis plus que ça, tu vois, je suis plus que simplement quelque chose qu'on regarde puis qu'on trouve belle, tu sais, comme si quelque part avec quelque chose de plus humain que tu avais envie d'exprimer. Et puis pour moi, ça touche cette notion, tu sais, lors des fêtes, une des expressions qu'on va souvent manifester, c'est je t'aime, hein, on va exprimer de l'amour, puis je vois ça un peu comme des petits cœurs que tu as dans tes mains, que tu lui montres, et que finalement, c'est comme si tu reconnaissais que tu jouais le jeu un peu d'être un objet, l'objet quelque part de la vitrine, mais en même temps, les petits cœurs, ben, c'était quelque part témoigner que oui, je suis pas juste un jouet, je suis aussi quelqu'un qui peut avoir de l'amour aussi pour toi. Et puis, comme ça, comme si je sentais de son côté à lui comme une espèce un peu comme une forme de timidité à accueillir cet amour-là que tu lui manifestais et que lui, quelque part, il est un peu comme désemparé, comme ça que je sens ça, comme si il est là, il devrait quelque part avoir un certain cheminement qui a été fait dans son existence, mais c'est un peu comme si lui était un peu encore bloqué dans la maladresse de l'homme face à la femme, tu vois, comme s'il y avait une maladresse et que face à toi, il y a une maladresse et il y a de la difficulté à te regarder comme une femme due à cette maladresse-là. Puis en même temps, c'est comme s'il te disait quelque part qu'il t'aimait, mais avec énormément de malaise, puis énormément d'inconfort, comme si quelque part il y avait quelque chose en lui qu'il devait rejeter, tu sais, comme si avec comme un rejet par rapport à, tu sais, quand on dit on aime un enfant, on aime une femme, bon, il y a quelque chose de cet ordre-là, tu sais, comme cette espèce de retenue, et cette retenue-là, il n'est pas encore tout à fait à l'aise, il n'a pas encore fait un travail pour amener justement ce travail de maturité, je dirais, qui est en lui à faire, tu vois, puis que quand on interagit avec lui à ce sujet-là, ben, ce qu'on sent effectivement, c'est que il y a beaucoup d'amour à donner, mais il n'a tellement pas appris à le donner que c'est un peu comme s'il était dans une démarche où il ne savait pas trop faire la différence entre l'amour, tu sais, quand on dit aimer un enfant, aimer une femme, avoir des pulsions, il y a plein de choses à quelque part qui sont comme mélangées, comme ça que je pourrais décrire à ce niveau-là. Mais il y avait comme évidemment comme une expression d'amour qui était là, mais en même temps, je le sens comme très, très limité. Puis, à quelque part, moi, ce que je sens de toi, c'est un peu comme si tu avais envie de t'émanciper comme femme face à lui, par rapport à l'idée que tu avais envie de t'approprier le droit d'être une femme. Et être une femme, ben, c'est évidemment, une femme, ça a plusieurs facettes. Ça peut être une femme sexuée, ça peut être une femme amicale, ça peut être une femme de toutes sortes d'expressions de femmes. J'ai l'impression que tu as besoin, toi, d'intégrer toutes ces expressions-là pour te sentir justement libre par rapport à lui, mais par rapport aux hommes en général. Parce que te libérer de l'image d'être dans une vitrine, c'est de te libérer quelque part du regard un peu prisonnier dans lequel il se trouve lui et qui te permet, toi, d'accéder à des hommes qui vont pouvoir te voir tel que tu es d'une façon beaucoup plus libre et beaucoup plus grande que simplement dans cette espèce d'inconfort que ton père t'exprime dans cette scène-là. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui.
Ah oui, oui, beaucoup. Oui, ça, ça me touche parce que tu parles quand même comme mon père m'aime, mais qui est maladroit à l'exprimer. Puis je pense que j'ai été comme beaucoup comme ça moi aussi, là, dans le fond. Que c'est ça, c'est toujours comme de la misère par rapport aux hommes parce que c'est le regard de mon père que j'ai eu sur moi. Ouais, ça vient me chercher. Oui, puis je te dirais quelque part que le chemin que tu es en train de faire, c'est un peu comme si lui, je te dirais un peu comme s'il avançait lentement dans une démarche, puis que toi, avec quelque part, tu avançais, tu étais plus dans une démarche de remise en question plus profonde que lui pouvait faire. Puis c'est lui-même qui le reconnaît, ça, tu vois, comme si finalement, il se sentait un peu comme, je suis déçu, mais je suis pas encore rendu très loin, mais toi, je vois que tu évolues bien, puis je suis content pour toi. C'est un peu comme ça qu'il pourrait te dire ça. Ah, wow. Oh, merci. Ça me fait du bien. Merci, Sylvain. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Pierrette, maintenant. Voilà. Bon, bonsoir, merci. Je reviens sur deux petites questions par rapport au non-dit. On parle aussi dans le non-dit souvent, par exemple, dans des familles, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Que ça soit, par exemple, et j'ai l'impression que c'est le cas dans ma famille, que ça soit des incestes ou alors des trahisons dans le couple avec enfants et autres. Et quelles sont les conséquences à partir du moment où on n'en a pas la certitude, mais on sent qu'il y a des non-dits dans la famille? Oui, ben, tu sais, ça touche à quelque part. Il y a un danger là-dedans. Je veux dire ça comme pour commencer parce que j'ai récemment vécu, j'ai fait une consultation avec quelqu'un récemment qui me disait justement qu'elle avait fait une constellation et on lui avait dit quelque chose qui était très déstabilisant par rapport à sa relation qu'elle avait avec ses parents. En fin de compte, son père n'était pas son vrai père, que c'était quelqu'un d'autre. Et évidemment, tu comprends que dans une situation comme celle-là, cette personne-là est donc finalement ressortie de la constellation avec cette espèce de questionnement à savoir, bon, est-ce que c'est vrai? Parce que la constellation, c'est des jeux de rôle finalement. Et ces jeux de rôle, ben, finalement, peuvent nous amener à entendre des choses qui peuvent avoir du vrai, mais aussi elles peuvent être aussi une forme ça peut être quelqu'un qui va dire quelque chose, mais qui n'est pas nécessairement aligné nécessairement dans la situation aussi. Donc, à quelque part, il y a des dangers dans ce genre de situation-là où on peut effectivement se questionner 1 million de fois par rapport à la réalité que des gens n'ont pas pu nous communiquer, puis ça peut effectivement nous amener à perdre notre propre équilibre sans savoir s'il y a une vérité là-dedans. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est que la première chose qu'on doit apprendre à faire là-dedans, c'est d'aller explorer justement dans notre monde intérieur ces non-dits-là, quelque part. Ce que nous, on peut évaluer, jusqu'où on peut aller chercher justement cette nature des non-dits pour arriver donc à se sortir finalement, d'arriver à une forme de transparence avec soi-même. Et cette transparence-là ne va pas nous amener nécessairement systématiquement à la confirmation de ce qu'on peut avoir comme idée ou comme présomption ou comme réflexion. Elle peut nous amener même à constater que c'est pas du tout le cas, tu vois. Et je pense que c'est important justement de faire face à ces réflexions-là pour être en paix avec soi. Parce que le non-dit, justement, c'est que parce que je peux penser des choses comme ça, je peux ne pas m'avouer des choses à moi-même, tu vois, parce que quelque part, j'ai l'impression qu'on a abusé de moi, donc je m'avoue pas des choses à moi-même. Tu vois, c'est là qu'on peut tomber dans des situations qui peuvent être problématiques avec nous-mêmes parce qu'on se met pas dans une position d'alignement avec soi-même, parce qu'on se sent désaligné par des événements qui ont peut-être eu lieu, mais qui ont peut-être pas eu lieu non plus. Tu comprends? Et ça, c'est quelque chose à laquelle il faut être assez attentif. Je sais pas si tu comprends ce que je disais par ça. Ouais, je te comprends, mais là, c'était même pas par rapport à moi, c'est que j'ai l'impression par rapport à ma mère. En plus, elle est née pendant la guerre, donc je pense qu'il y a eu des choses comme ça. Et par rapport éventuellement à ma sœur, par rapport à mon père. Mais là, je parlais pas de moi. Je parlais que je ressentais de la trahison et des choses comme ça. Alors, j'ai toujours eu cette impression-là, mais peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas. Mais Et ta question, qu'est-ce que c'est? C'est que tu dirais que... Non, c'était pour savoir ce que en fin de compte, tu avais l'air de dire que de toute manière, on reste avec l'hypothèse, donc ça changera rien du tout, quelle que soit la finalité. Ben, tu sais, c'est que c'est toujours très sensible ce sujet-là, moi je trouve, parce que en fin de compte,
l'idée de base de la pratique intuitive, c'est de faire un travail sur des thèmes. Par exemple, le thème dans lequel je te vois que tu pourrais travailler, c'est de dire, mais tiens, je pourrais travailler sur le thème de ma sœur ou travailler sur la relation que ma sœur a eue avec mon père. Ce sont des thèmes sur lesquels je pourrais travailler ou la relation avec ma mère, qu'est-ce qu'elle a pu vivre à travers la guerre. Donc, ce sont des thèmes que je peux travailler et qui peuvent m'amener donc à développer une plus grande compréhension de ce qui se passe. Mais ce sont quand même des hypothèses que je vais émettre. Je ne peux pas arriver à des certitudes à moins que je puisse confirmer ces informations-là par les gens présents. Tu comprends? Mais des fois, ça peut expliquer pourquoi, par exemple, si ma mère me rejetait, ça pouvait expliquer le fait de la situation qu'elle a vécue. Mais bon, comme tu dis, comme ça restera toujours des hypothèses, ça ne fait pas plus avancer. Parce que finalement, on peut partir avec des hypothèses comme ça, mais on peut arriver carrément directement à aller voir notre mère. Je ne sais pas si elle est encore vivante, ta mère. Non, mais elle a Alzheimer, donc si j'en ai déjà parlé, mais tout de même, ma mère ne parle pas de tout ça, de toute manière. Et j'avais fait une lecture d'âme qui me confirmait ce que je pensais, mais après, bon, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. La deuxième question, c'est quand tu disais qu'il fallait en gros dire ce qu'on pensait, et toujours dans ma famille, pour être aligné. Et c'est marrant parce que c'est cette semaine où j'ai dit à mon frère que j'en avais marre qu'il me respecte pas, et notamment au téléphone, il me raccroche, je peux jamais parler et autres, et puis je lui ai mis mes limites, mais en même temps, on se retrouve complètement rejeté. Donc c'est ça le problème aussi, parce qu'on exprime, mais de l'autre côté on se fait dégager. Donc comme tu dis, on n'a plus la même position de se taire et de jouer son rôle de petite sœur, et que dès qu'on veut prendre sa place et s'exprimer, du coup on se retrouve rejeté. Donc c'est pas si évident que ça d'exprimer sa vérité. Oui, mais tu vois, je vais te décrire une façon de le faire parce que c'est sûr que quand on ose dire quelque chose, on vient à quelque part, il y a toujours la façon de le dire. Par exemple, si je dis, je voulais te faire part de quelque chose, je prends conscience que depuis X ans, j'ai un sentiment quelque part de ne pas être à l'aise à communiquer avec toi. Non pas parce que tu es responsable de ça, c'est que moi, je sens quelque part que j'ai pas ma place dans la communication. Et peut-être que je me trompe. C'est peut-être moi qui ai le problème, tu vois? Mais j'ai envie de te partager ça parce que j'aimerais ça qu'on communique mieux. Et je constate que à chaque fois qu'on se parle, j'ai l'impression finalement qu'il y a des situations où où j'ai l'impression que que tu me manifestes de certaine façon des choses. Puis peut-être que c'est moi qui suis trop sensible, mais j'aimerais ça qu'on puisse avoir une relation plus saine. Tu vois, quand on prend ça comme ça. Ouais, je te comprends, mais je l'ai déjà exprimé. J'ai déjà exprimé mon raccroche au nez ou autre, donc c'est ça que ça me fait rire, parce que c'est bien joli, c'est de la communication non violente, mais si l'autre il est pas prêt à t'écouter et autres, t'es coincé de toute manière. Ce que je te dis finalement, c'est que dans le non-dit, quelque part qu'on ose dire les choses, on va le faire avec délicatesse, et c'est sûr que la personne qui est devant nous, elle a le droit, elle, de se sentir outrée, de se sentir insultée, d'être mécontente, d'arrêter de nous parler. Et c'est là quelque part qu'on a assumé, nous, de notre côté, que le choix qu'on a fait de communiquer avec cette personne-là est le bon choix, parce que nous, on voulait se respecter. Et que l'autre personne, elle a le droit, elle, de dire, moi, je suis mécontent, je suis fâché, tu m'as blessé, et elle a le droit, quelque part, de se réagir comme ça. On peut pas finalement s'excuser d'avoir réagi en se respectant. Tu vois, dans ce sens-là, il y a une impasse, et cette impasse-là, quelque part, faut malheureusement la vivre. Tu vois, c'est ça un peu la position de deuil dont je parlais tantôt. Ouais, tu disais affirmer qui on est, voilà. Oui, comme tu dis, on récupère peut-être de l'énergie, mais de l'autre côté, on se fait encore dégager, donc on n'est pas toujours gagnant, quel que soit c'est là qu'il faut mesurer la notion de gagnant, parce que gagnant, ça veut dire quoi? Est-ce que tu étais gagnante quand tu subissais la relation que tu avais avec lui? Est-ce que tu étais gagnante en ne subissant plus? C'est la question que tu as posée, toi. Non, mais ça me fait sourire parce que ça revient à dire un peu comme tout à l'heure avec le complotisme et tout ça. On est dans la même situation où quand on exprime, on se retrouve minoritaire et on peut être rejeté aussi exactement de la même façon. C'est clair que dès qu'on doit aborder la notion d'affirmation de qui on est face à des gens qui sont dominants vers nous, c'est certain qu'on peut mettre des gants blancs, on peut leur dire avec beaucoup de délicatesse, mais même là, ça ne veut pas dire que ces gens-là vont être capables d'accepter
le commentaire qu'on va faire. C'est là qu'on a un prix à payer et on doit être conscient que si on ose le faire, d'exprimer les choses à des gens, ben on est confronté à devoir payer un certain prix. Et c'est malheureux parce que quelqu'un qui est pas mature, ben il va pas réagir comme on le voudrait. Donc on va se retrouver à être pénalisé à ce moment-là. Ah ouais, ben c'est le cas souvent quand. Après, tu as peut-être raison, hein, on peut l'exprimer encore autrement, mais je suis pas sûre que tout le monde est apte à écouter nos revendications ou même en ayant une communication bienveillante. Hein. Ben, l'idée, c'est de porter le blâme. C'est quand tu portes le blâme à quelqu'un qui veut, quand tu acceptes de porter le blâme devant une personne en lui exprimant ce que tu vis, en essayant de maximiser le plus possible l'idée que c'est toi qui le blâme, ben, tu risques à aider la personne à accepter ce que tu as à lui dire, tu vois. Mais en même temps, c'est pas toujours facile non plus, hein. Même il y a des gens qui vont quand même réagir négativement, donc on doit assumer ça. Puis je reviendrai sur un thème que tu as parlé tantôt sur ta mère, sur ta sœur. Tu vois, tu pourrais faire un travail intuitif sur tes parents pour arriver justement à être capable d'approfondir ce thème-là que tu avais envie d'approfondir pour aller voir jusqu'où tu pourrais aller. Ça peut être intéressant. C'est-à-dire... Ben, par exemple, ta mère, tu me disais tantôt qu'elle aurait peut-être vécu des choses difficiles, étant plus jeune, avec la guerre et tout ça. Bon, tu pourrais donc aller la voir, ta mère, dans une démarche intuitive, puis la déprogrammer, la soigner. Donc, ça veut donc dire que tu vas pas la laisser dans sa souffrance et sa douleur, mais tu vas être capable, donc, justement, de l'accompagner pour que, justement, elle puisse se dégager, se libérer, puis retrouver un mieux-être. Et dans ce sens-là, ça serait intéressant. D'accord. Mais ça, vu que je me sens pas apte à la faire toute seule, ça sera avec toi dans ce cas-là. Ça serait peut-être comme ça, mais sinon, tu pourrais aussi essayer si ça tentait, ça peut être intéressant aussi. Ok, merci. Bienvenue à toi. Il y a Sylvie maintenant qui voulait dire un commentaire. Ben oui, en fait, je savais pas que tu faisais aussi les contacts avec les défunts. En fait, moi, j'ai vécu quand même un deuil éprouvant récemment, et je sais que je suis en contact, en lien avec lui. Puis je voulais juste savoir s'il y avait peut-être un petit message pour moi ou s'il y avait un petit quelque chose qui voulait peut-être me révéler. Parce que comme je te dis, je capte des choses dans les rêves aussi, mais en live de même, je ne sais pas si on sera en mesure de le contacter, s'il est disponible à me révéler quelque chose. Le nom de la personne? Pierre-Luc. Et il est décédé à quel âge? 27 ans. Ça fait longtemps? Au mois de juin. Au mois de juin, ok. Tu vois, moi, ce que je sens de lui, au prime abord, quelque part, c'est comme une désolation, comme s'il est désolé, tu vois. Et un peu comme quelqu'un, finalement, qui aurait, un peu comme l'envie de prendre dans ses bras quelqu'un, c'est comme ça que je vois ça, mais en même temps, dans une situation où on se sent un peu coupable, un peu comme s'il se sentait quelque part dans une situation qui n'avait pas été correcte, tu vois, et c'est comme si je sentais ça dans le premier temps. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Oui, puis je voudrais tellement pas qu'il se sente coupable, effectivement. Oui, ça pourrait, ce serait possible. Mais tu sais, moi, ce que je sens, c'est comme si comme s'il y avait un collier, et comme s'il te remettait le collier. Puis c'est un peu un collier de, comment on dit, bonne chance, porte-bonheur. Un porte-bonheur, tu vois, comme s'il te remettait le porte-bonheur, puis il te disait quelque part que, comme s'il te disait ça comme ça, c'est que lui n'a jamais eu de chance, tu vois, et qu'il voulait te remettre ce porte-bonheur-là parce qu'à quelque part, il le reconnaissait en toi. C'est un peu comme, tu sais, comme si lui était un peu comme une étoile. L'étoile, le porte-bonheur, tu vois, un peu comme l'étoile que tu dois guider, que tu peux suivre comme une guidance, tu vois. Et que ce porte-bonheur-là, quelque part, te donne l'opportunité, justement, de retrouver en l'état de toi-même cette étoile. Parce que c'est comme s'il reconnaissait que la bonne étoile, il fallait que tu apprennes à la suivre. Comme si tu n'étais pas toujours apte à suivre la bonne étoile parce que tu étais quelqu'un qui pouvait avoir une étoile qu'elle captait, mais une autre étoile apparaît, puis comme si tu étais un peu comme, tu arrivais à être confuse dans les options qui se présentaient à toi. Et c'est comme si lui te disait quelque part qu'il avait ce désir-là, justement, de te montrer ce chemin-là. Puis ce chemin-là, ça vient aussi des sensations. Toi, les sensations qui sont en toi, quelque part, il y a des sensations qui parlent par elles-mêmes. Puis il faut que tu apprennes, justement,
à te faire confiance davantage dans les sensations qui parlent par elles-mêmes, parce qu'il y a des sensations qui ne parlent pas autant et que tu écoutes aussi, qui viennent te confondre, et c'est ça un peu qu'il semble te dire par rapport à ça, toi. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Puis l'autre chose qu'il te dirait, ben c'est ça, c'est que lui, dans une, je dis ça comme ceci, comme s'il te disait qu'il est dans une école, dans une forme d'apprentissage. Et l'apprentissage, il est pour le mieux, parce qu'il apprend justement à sourire à la vie, puis à comprendre davantage le sens de son expérience sur Terre, puis de ce que lui doit apprendre maintenant pour évoluer, cheminer et progresser. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir pour lui. Puis, il y a un sourire qui est là, qui s'exprime, tu vois. Ouais. OK. Puis, il est passé dans la lumière, j'imagine? Ben, je te dirais, comme je te dis, comme il est dans une structure d'école, pour moi, c'est clair qu'il est déjà dans une forme de détachement par rapport au monde terrestre, puis qu'il est en train donc de développer une autre réalité dans un monde plus subtil. Oh, wow, 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 wow. OK. Ouais, ça me parle. J'ai l'impression de travailler en tandem avec lui. J'ai venu dans mon rêve à un moment donné me dire qu'il avait fait ce geste-là. Il était parti parce que il devait faire réparation, venir faire réparation. Mais de là-haut, c'est par rapport à nous. Fait que j'ai l'impression qu'on travaille en tandem. Fait que ce que tu me dis, ça vient comme confirmer un peu le lien en lien avec ben, la guérison, en lien avec Ben, c'est comme s'il travaillait avec la foi en tous les cas, ta foi à toi en tous les cas, comme s'il était là pour te réaffirmer la foi, réaffirmer ta foi. Et c'est ça, c'est pas qu'il a un rôle à jouer avec toi, mais c'est comme s'il reconnaissait justement qu'il y a une demande qui était chez toi, puis qu'il était prêt, lui, à t'aider dans ce sens-là. Ça, c'est un peu ça que je te dirais. Oh, wow. Ça m'amène une belle émotion. Oui, quand même. Merci. Oui, Pierrette. Juste une petite question. Quand quelqu'un est décédé, qui a été proche dans la famille, combien de temps, au bout de combien de temps tu peux communiquer avec? Parce que moi, il y a quelqu'un qui est parti il y a pas longtemps, il y a un peu plus d'un mois. C'est trop tôt, ça? Moi, ce que je te dirais, c'est que même moi, je travaille avec des gens qui étaient bon, par exemple, morts dans des délais de temps très courts, et puis c'était possible aussi. Il n'y a pas Ça dépend où délai. ils sont partis. Est-ce que tu aurais une information sur Roger? Il est mort à quel âge? 80, je pense 95, je sais pas. OK. Je peux te donner son nom de famille si tu veux. Ce que je te dirais dans un premier temps, c'est que il y a j'ai l'impression que je vais dire ça comme ça, c'est comme si j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup privé. Et là, c'est un peu comme dans un espace où il fait tout sauf se priver. Tu vois, c'est un peu comme ça que je dirais ça. Et ça arrive souvent que quand une personne décède, elle a accès à des expériences qui vont lui permettre de faire la paix avec le monde humain. Des fois, bon, par exemple, si quelqu'un qui n'a jamais voyagé de sa vie, ben, il va faire un tour du monde, des choses comme ça, comme une espèce c'est un genre de conception un peu paradisiaque de la vie qui fait qu'on peut faire la paix avec la vie. Tu vois, comme si lui, il avait peut-être souffert justement de ne pas pouvoir profiter de la vie comme il l'aurait souhaité. Et là, je sens quelque part comme dans une forme de situation un peu paradisiaque dans laquelle il peut profiter de la vie. Et puis, pour moi, c'est un peu comme s'il était peu connecté avec toi parce que justement, il profitait trop de ça. Tu vois, il était plus dans cette expérience de profiter de la vie et d'avoir du plaisir à vivre comme il l'entend et comme il le veut, que de se connecter avec quelqu'un, tu vois, qui appartiendra au monde des vivants. C'est comme si lui il est dans cette espèce d'expérience là, qui le nourrit, puis qui l'amène justement à comme tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui avait, tu sais, quand 95 ans, d'un certain âge, un certain vieillissement, un certain processus à quelque part où on a fait le tour de la vie, mais en même temps, c'est comme si, à quelque part, il y avait quelque chose en lui qu'il n'avait pas expérimenté. Donc, tout ce qu'on pourrait appeler ce qui est puéril, futile, tu vois, des choses qui sont plus reliées à la fête, tu vois. Et c'est ça un petit peu que je sens de lui. Est-ce qu'il a quelque chose à me dire par rapport à moi?
pas vraiment. Je le dis franchement. Bon, mais c'est comme ça, quelque merci. part, il y avait plus une volonté, justement, comme je te dis, il est renfermé sur son monde à lui, c'est sa réalité à lui qui est plus importante, parce qu'il est dans une expérience où il apprend justement à se permettre de vivre quelque chose qu'il n'avait pas vécu. Alors, c'est pour ça qu'il est un peu plus dans cette espèce de monde, un peu comme dans une espèce de boule de lumière dans laquelle il n'a pas accès trop aux interactions avec les autres. Soit il n'est pas encore prêt à ça. OK, merci en tout cas. Bienvenue. OK, donc je pense qu'il n'y a pas d'autres questions d'après ce que je vois. J'espère que vous avez donc apprécié le petit webinaire. Il n'y a pas eu de questions sur la pratique, donc c'est quand même le thème de ces webinaires-là, c'est un peu ça, mais bon, donc il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Donc si la prochaine fois, ben, on pourra voir un peu comment les thèmes se prendront. Donc habituellement, bon, pour un webinaire, ben, habituellement, il y a toujours une petite conférence, une mini-conférence ou un partage que je fais, comme c'était le non-dit qui était là. Et après ça, bien évidemment, il y a donc le partage des questionnements qui peuvent être faits sur la pratique et autres, comme on l'a vu, les lectures d'âme, on peut s'amuser à faire diverses choses comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis, donc, vous savez, donc, pour ceux qui sont intéressés pour les prochaines, vous avez reçu les mails, hein, vous avez pour ceux qui auraient envie d'offrir des cadeaux ou envie de bénéficier des propositions qui étaient faites, ben, vous avez jusqu'au 30 novembre pour certaines propositions, puis il y en a d'autres qui sont plus à long terme. Donc, si vous avez de l'intérêt, ben, vous pouvez communiquer avec moi à ce sujet-là. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, une belle fin de journée pour les gens du Québec. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine fois. Donc, ça sera dans un mois. Et un mois, ben, ça nous amène en décembre. Donc, je ne sais pas si ça aura lieu le webinaire. Je n'ai pas encore regardé ça, mais entre Noël et jour de l'an, probablement qu'il y aura peut-être possibilité de faire quelque chose comme webinaire. Puis, il y aura peut-être des conférences qui sont mises à proposer bientôt aussi. Donc, je vous aviserai en temps et en heure. Je vous souhaite une très belle soirée et profitez de la journée pour les gens du Québec. Puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois. Au revoir.